J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va discuter ensemble des opportunités suite à la récente baisse du S&P 500. On va parler de l'Enbridge, de Nvidia, de Google, de Medpace et également, vous allez voir, la dernière entreprise. Alors, pour la vue d'ensemble, c'est vrai que j'ai pas mal renforcé cette semaine, notamment avec l'Enbridge. Je suis passé par des actions en direct, mais on va voir tout ça dans la fin de la vidéo. Également, Google, j'ai renforcé à hauteur avec un call, mais ça me rajoute... Concrètement, si le marché repart à la hausse, c'est comme si j'avais 8000 dollars d'actions en plus dans Google. Et également Nvidia avec donc 2 puts sur Strike 110, mais on va voir tout ça à la fin. Alors ici Nvidia, je vous ai préparé une petite mind map puisque je vais répondre à la question qui revient régulièrement. Comme vous le savez, Nvidia, on a 50% des revenus 50% des revenus globaux, hein, j'arrondis d'Nvidia, effectivement, proviennent des hyperscalers. Donc, comme vous le voyez ici, c'est AWS, donc Amazon, Azure, Microsoft, Google Cloud Platform, c'est Google, et également Oracle Cloud. Intégration, excusez-moi. Donc ça, c'est Oracle. Mais le problème, c'est que Google, Amazon et Microsoft développent leurs propres puces en interne, des puces qu'on appelle propriétaires, ce que j'ai noté ici. Donc ça, c'est Application Specific Integrated Circuit. Donc les puces, finalement, puces propriétaires spécifiques aux entreprises. Notamment Google, ils ont développé TPU. Amazon, ils ont développé leurs propres puces Trainium et Inferentia pour la partie AWS. C'est précisément, évidemment, ce pourquoi ils passent par Nvidia actuellement. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la question naturellement se pose. Qu'est-ce qui se passe? C'est si ces entreprises-là arrivent à réduire fortement la dépendance qu'elles ont actuellement via Nvidia avec justement leur propre puce. Donc on va aller voir finalement les risques. S'il y a un risque, on va aller voir sous combien de temps, quelle est l'échéance et sous combien de temps les GAFA, finalement les hyperscalers, peuvent développer leur propre puce et peuvent se libérer finalement d'Nvidia. Ou simplement peut-être que ça ne sera pas le cas. Donc on va aller voir ça ensemble. Et je vous propose de commencer la vidéo par le plus simple, à savoir par Google. C'est l'une de mes plus grosses positions. C'est la deuxième plus grosse position que j'ai en portefeuille. Donc je suis vraiment super convaincu par le dossier. Mais c'est fou sur Google à quel point à chaque baisse, le narratif change à 2000%. On a d'un côté, on a un paradoxe. Hein. D'un côté, les personnes vous disent que les LLM, donc ChatGPT, etc., vont totalement disrupter Google avec son monopole sur le search. Et de l'autre côté, ces mêmes personnes vous disent qu'ils vont perdre le procès parce que justement, ils ont un monopole. Mais vous ne pouvez pas perdre un procès parce que vous avez un monopole et de l'autre côté, justement, vous faire disrupter parce que votre monopole, c'est un château de cartes. C'est pas cohérent. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est que selon moi, Google, c'est une excellente entreprise et qui va pas se faire disrupter du jour au lendemain. Actuellement, alors moi, pour moi, le truc qui me dérange chez Google, en toute honnêteté, c'est les stock-based compensation. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube cette semaine, et sur le sujet des stock-based compensation. Et c'est vrai qu'on a quand même énormément de rémunération en action qui finalement augmente artificiellement, ou plutôt gonfle artificiellement le free cash flow. Donc si je corrige, c'est vrai, le free cash flow de ces stock-based compensation, si je l'ajuste, on a un vrai free cash flow. Donc si je me mets plutôt en TTM, on a un vrai free cash flow de combien? Voilà, de 50 milliards. Donc, ce qui n'est pas non plus énorme. Et c'est vrai qu'on a un rendement net de 2,4%. Mais il y a deux choses. Premièrement, si Google, normalement Google devrait baisser ses stock-based compensation à l'avenir, donc ça va s'équilibrer, donc la rentabilité nette va pouvoir augmenter comme ça. Deuxièmement, ils font pas mal de rachats d'actions, mais c'est vrai que du coup ils rachètent des actions qu'ils ont émis la semaine dernière aux employés, donc c'est un petit peu contre-productif là-dessus, du moins pour l'actionnaire. Mais ce qu'il faut regarder, c'est également la croissance future de Google. Donc là, on a actuellement, si je prends pas en compte les stock-based compensation, on a du 3,5% de rendement au prix actuel. En fait, c'est excellent puisque 3,4% de rendement. Si on a une croissance, moi je pense que sur Google, on peut avoir une croissance de 12% par an. Je pense que je suis assez conservateur quand je mets ce chiffre-là. Et si je fais 72, donc la règle des 72, divisé par 12, le taux de croissance, ça me donne un chiffre en année. Là, c'est 6 ans. Donc ça me dit que le free cash flow de Google actuel, si on croît de 12% par an, ça va mettre exactement 6 années à doubler. Donc, ça veut dire que ma rentabilité sur le prix actuel va doubler en 6 ans. Donc, le rendement de 3,5 x 2, à savoir 7. C'est-à-dire que dans 6 ans, j'aurai 7% de rendement sur mon prix d'acquisition aujourd'hui si j'achète Google, ce qui est excellent. Et si je remets 6 années supplémentaires, les 7% de rendement, si on a encore 12% de croissance sur les 6 années, donc pour aller jusqu'à 12 ans, j'aurai un yield on cost qui va être de 7 x 2 de 14%. C'est excellent dans 10 ans, dans 12 ans. Donc c'est quand même très très bien. Et c'est vrai que qu'est-ce qui peut mal se passer sur Google? Finalement, pas grand-chose. Avec le monopole qu'ils ont Waymo
dans ce qu'on appelle other bet, donc dans les autres paris là, qui prend une part de plus en plus, de plus en plus importante. Et voilà, même la partie vraiment Google Search, on parle d'une augmentation de 13% par an sur l'année. C'est quand même énorme. Si je mets YouTube Ad, on parle d'une augmentation de 15% avec 36 milliards. Ça commence à être un chiffre qui est sympathique pour contribuer aux revenus. Également, les subscriptions, on a du plus 17%. C'est énorme. Et Google Cloud, excusez-moi, on est à 30%. Donc c'est une boîte qui est en forte croissance, Google. On a pas une croissance de 5%, quoi. En plus, chaque dollar de plus pour cloud, à chaque fois, comme les marges augmentent, eh bien, c'est des dollars de profit en plus. Donc c'est vraiment top. Et après, il y a effectivement le problème, évidemment, je pense que vous le savez, du capex, si je mets uniquement voilà, le capex, on a quand même un capex qui a explosé et qui va continuer d'augmenter, notamment en fait avec la migration. Là en fait ils sont en train ils passent tous les data centers qui sont actuellement finalement pour les centres de données en data center IA, donc vraiment pour faire tourner leur typiquement TensorFlow par exemple chez Google. Et donc bien évidemment ça demande des investissements qui sont énormes, mais moi j'ai aucun doute que sur le long terme ces investissements là vont quand même rapporter pas mal d'argent à Google. Si on regarde le retour sur le capital employé, on est sur du 31% chez Google. Donc voilà, j'ai aucun doute que ce qu'on dépense dans le cloud, même si on se plante totalement, on va quand même avoir un retour sur investissement de 15% sur l'argent qu'on met aujourd'hui, ce qui va encore une fois faire des relais de croissance et ce qui va encore une fois être super pour l'avenir. Bon, même sur Gros Focus, on est quand même très très bien, on est à peu près sur la fair value d'ailleurs. Et moi sur Google, par rapport à Nvidia par exemple, eh bien je n'ai pas vendu un put, j'ai acheté un call. Donc je n'ai pas reçu de prime, c'est moi qui ai payé la prime et je suis bien content puisque sur Google j'ai vraiment envie de profiter de tout le potentiel de hausse que l'on peut avoir. Et je suis également donc voilà passé par un call donc qui est At the Money. Puisque pareil, le prix actuel, je le trouve correct, ok, mais voilà, j'ai pas commencé à vendre la maison pour mettre sur Google, sachant que j'ai quand même une belle position. Donc c'est pour ça que je suis passé sur un call là, At the Money. Et si là, on a un peu plus d'incertitude et si le marché continue à baisser, eh bien au moins j'ai une petite exposition. Là actuellement, ça me met seulement, j'ai payé une prime de seulement 3000. Donc si on va dire dans les 2-3 mois, ça remonte sur les 200, je me fais à peu près 80% sur mon call, ce qui est incroyable. Je fais quasiment que 3000 dollars. Et si par contre ça part à la baisse, eh bien j'ai entre guillemets seulement 3000 dollars par rapport à mon portefeuille, c'est pas grand chose. J'ai une échéance de 2 jours, donc de 2 ans, donc j'ai aucun problème. Et surtout, ça me permettra de renforcer soit en action directe ou soit avec un call, cette fois-ci deep in the money, pour pas avoir de problème avec la valeur temps. Donc je vous tiendrai au courant, mais vraiment voilà, Google, je suis quand même extrêmement positif sur l'entreprise. Je pense que c'est à peu près tout, franchement. Voilà, à part vous dire que j'ai une grosse position dessus et que je suis bullish et qu'à chaque fois toutes les personnes, chaque fois que ça baisse, c'est la même chose. Chaque fois que ça baisse, c'est tout le temps les mêmes thèses, c'est la fin du monde, c'est l'IA, c'est le moteur de recherche, etc. Mais non, c'est une super belle boîte qui va délivrer pas mal de cash sur les prochaines années. Ok, avant de terminer sur Google, on va faire une petite valorisation en 2 minutes pour répondre à 2 questions. La première, est-ce que le prix actuel est si intéressant que ça? Et la deuxième, c'est à quel prix va falloir vraiment renforcer Google compte tenu du capex, donc du réinvestissement et du free cash flow actuel. Alors voilà, premièrement, je ne vais pas prendre en compte le bénéfice net puisque le bénéfice net ne prend pas en compte le réinvestissement et sur Google, on a de plus en plus de réinvestissement. Donc j'ai envie de prendre directement vraiment le free cash flow de 72 milliards. On l'a vu ensemble à l'instant, si on fait 72 divisé par le prix en bourse de 2000 milliards, donc ça fait la rentabilité de 3,6% qu'on avait tout à l'heure, ok, 3,6. Ça, c'est au prix actuel. Maintenant, si on va dire on cherche la valorisation pour le prix de 150 dollars, eh bien on va ici dans le compte de résultats, on va aller voir le nombre d'actions en circulation. Il y a 12,23 milliards d'actions en circulation. Donc si je fais 150 dollars par action multiplié par le nombre d'actions qui est de 12,23, eh bien ça nous donne un prix en bourse de 1,8 trillion, de 1834 milliards, excusez-moi, si Google revient sur les 150. Le business vaudra 10% de moins en bourse, à savoir 1,8 trillion, mais ce qui va générer dans la vraie vie, ce que Google générera, eh bien, ça sera toujours 72 milliards de free cash flow. Donc 72 divisé par donc le prix, le prix si on baisse sur les 150, eh bien ça nous donnerait une rentabilité finalement sur le free cash flow de 4% dès la première année. Donc c'est excellent puisque, rappelez-vous, règle des 72, si on a un taux de croissance de 12% par an, le free cash flow actuellement de 72 milliards, il va mettre 6 ans pour doubler. Donc 72 x 2, ça fait 144, divisé par le prix si on est sur les 150, eh bien ça vous donnera un rendement effectivement dans 6 ans
de 8% sur votre prix actuel. C'est excellent, ok. C'est pour ça que Google, c'est un excellent investissement. Et si on a, on va dire, donc si Google là, ne baisse pas sur les 150 et que vous l'achetez dès maintenant, eh bien, ça vous fait diviser par tout simplement par 2000 milliards, ça vous fait 7% dans 6 ans. Donc ouais, c'est pour ça, à 1% près. Si vous êtes là pour du long terme, Google sur les 170 ou sur les 150, c'est plus ou moins à peu près la même chose, même si évidemment c'est bien, c'est bien plus intéressant de l'avoir sur les 150. Mais vous voyez que là où la différence va vraiment se faire, c'est est-ce que Google va faire 12% de taux de croissance, 14% ou 10%. Ça va vraiment changer un petit peu la valorisation, mais globalement, voilà, c'est une super belle boîte qui effectivement se paye pas cher quand on voit les concurrents par rapport à ce qu'on est censé délivrer. Alors maintenant, je vous propose de passer à une deuxième entreprise qui s'appelle Medpace. Alors je vous en avais déjà parlé et j'étais assez négatif sur le dossier, ça devait être en octobre. Donc là, je vous ai remis finalement la mind map et j'ai mis les mises à jour avec les 2 derniers quarters que l'on a eu. Vous allez voir que c'est assez négatif, mais il y a un mais et c'est pour ça que je vous présente quand même l'entreprise. On va aller voir les concurrents, on va aller voir donc les concurrents et les carnets de commandes, etc. et les objectifs de cours par rapport à la concurrence qui s'est vraiment accrue sur les derniers trimestres. Et donc pour vraiment comprendre ce que c'est que Medpace, en fait c'est vraiment une entreprise qui va aider les biotech, les pharma et les entreprises médicales à gérer leurs essais cliniques. Okay, c'est ce qu'on appelle donc une CRO. Et Medpace s'occupe de la totalité, de tout, de la conception des protocoles au suivi des essais jusqu'à l'analyse des résultats. Donc globalement, si vous êtes une biotech, une small cap même, une petite entreprise qui a un projet révolutionnaire. Évidemment, vous n'avez pas de thunes pour faire toutes les tests, les différents pipelines de l'industrie pharmaceutique. Je vous l'ai mis ici. On a différentes phases et donc les entreprises comme Medpace, d'accord, vont aider les biotech à gérer la phase qu'on appelle préclinique et également la phase 1, la phase 2, la phase 3 des différents tests de leurs médicaments. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On a ce qu'on appelle des RFP. En fait, donc c'est une demande de proposition. C'est ce que fait une entreprise comme une biotech ou une pharma pour chercher un prestataire capable de gérer un projet spécifique, par exemple un essai clinique, en l'occurrence Medpace. Et donc, ces biotech envoient une demande de proposition pour demander qui peut gérer cet essai et combien ça va me coûter et combien de temps ça prendra. Et dans ce cas-là, Medpace répond avec une proposition détaillée, donc plan, budget, calendrier, en combien de temps ils vont pouvoir faire toutes les différentes phases pour le médicament et combien ça va leur coûter. Et si le client est d'accord, ça devient une commande officielle pour Medpace qui entre dans ce qu'on appelle le backlog. On y arrive dans un instant et c'est ça qui vraiment plombe le business actuellement. Alors donc le business model justement, il y a différents revenus. Il y a ce qu'on appelle les direct service revenus chez Medpace. Il y a vraiment 2 types de revenus. Donc là c'est les honoraires qu'ils facturent pour gérer les essais cliniques. C'est la principale source de revenus de Medpace. On a également les pass-through costs. Alors là ça va être c'est les dépenses qui gonflent le chiffre d'affaires des CRO, mais qui sont remboursées instantanément. Donc c'est simplement que le chiffre d'affaires est gonflé, mais c'est des dépenses comme les paiements aux hôpitaux ou les laboratoires, qui leur sont remboursés par leurs clients. En fait, c'est des dépenses que Medpace doit avancer directement pour payer et instantanément, les clients leur remboursent. Donc effectivement, ça gonfle pas mal. Si je me mets par exemple sur Medpace, vous voyez, ici, et que je vais par exemple sur la partie report pour avoir les petits comptes de résultats, et par exemple que je zoome, on a ce qu'on appelle ici les out of pocket expense et ça c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc là ça gonfle quand même à hauteur de quasiment 200 millions le chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires de 500 millions. Donc vous voyez c'est quand même énorme. Et là où ils se font de l'argent c'est ici, d'accord, c'est vraiment sur les direct service costs. Voilà, c'est vraiment là, c'est les 167 millions. Donc c'est pour ça que la marge nette, il faut l'ajuster de ces dépenses-là, mais vous inquiétez pas, on va le voir dans un instant. Donc voilà, assez simple pour l'instant. Alors ensuite, pour ce qui est des clients chez Medpace, c'est un petit peu également l'un des problèmes, c'est que leurs clients sont surtout des biotech ou des petites pharma qui n'ont pas les ressources pour gérer tout ça en interne. Donc Medpace, encore une fois, propose une gestion complète ou full service de leur essai. Ça c'est le CEO qui dit clairement qu'ils font pas de service partiel. C'est tout ou rien. Quand vous passez par Medpace,
vous déléguez toute la gestion vraiment de vos recherches cliniques. Et alors justement, avant de passer sur les problèmes qui est actuellement chez MedPace, à savoir eh bien, les taux d'intérêt, la concentration des clients, l'annulation des différents contrats et la concurrence qui a explosé sur le dernier trimestre, qui est quand même voilà, ce qui est pas des moindres, je vais passer sur le plus important, le backlog. Alors le backlog, en fait, c'est très simple, c'est le carnet de commandes de MedPace. Ok, c'est combien, en fait, c'est, vous voyez là, tout ce qu'on appelle donc les RFP. Si MedPace en reçoit un et que ça se valide et que finalement MedPace dit ok, ça va vous coûter, je sais pas, je dis au hasard 10 millions par exemple sur les 10 prochaines années, eh bien, ça rentre directement dans le backlog. Donc, c'est une manière de savoir combien d'argent MedPace va recevoir dans le futur. Donc, ça va regrouper tous les projets qui ont été signés, donc toutes les demandes de propositions qui ont été acceptées et signées, mais qui n'ont pas encore été terminées et encaissées. Puisque, comme je l'ai écrit, eh bien, c'est des essais sur plusieurs années. Donc, la biotech, elle ne paye pas en upfront. La biotech ne paye pas cash pour tout le projet et pour les 10 années de recherche. Elle va payer au fur et à mesure. Par exemple, si un essai est payé sur 3 ans et rapporte 10 millions de dollars, en fait, dès la première année, eh bien, le backlog va y avoir 7 millions dans le backlog et va y avoir 3 millions de revenus. Et ensuite, après, eh bien, la deuxième année, va y avoir, par exemple, on va dire 5 millions. Et la dernière année, il va y avoir eh bien, ce qui reste à la fin directement. Donc, c'est au fur et à mesure. C'est un petit peu une créance client sur plusieurs années d'une entreprise classique. Donc, c'est très, très important puisque le backlog eh bien, vous dit clairement, par exemple, si je me mets sur ici la slide par exemple, si je vais sur les slides du dernier rapport de l'un des plus gros concurrents de MedPace, eh bien, on voit clairement que le backlog, il est passé de 24 milliards à 31 milliards. Donc, ils ont vraiment un énorme backlog et ils vont quasiment, on va la recevoir 31 milliards sur les prochaines années, de quasiment sûr, qui ont déjà été signés. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est super important de comparer le backlog à ce qu'on appelle dans ce secteur le net book to bill. Ça va être le ratio qui mesure si MedPace renouvelle assez vite son carnet de commandes, le backlog, par rapport à ce qu'elle facture aux clients. Puisque si jamais en fait MedPace là, ne signe plus du tout de nouveaux contrats, on va quand même gagner de l'argent puisqu'on a encore un backlog qui va venir alimenter le chiffre d'affaires. Mais ça, c'est pas éternel. Donc, il faut renouveler le backlog. Donc, c'est très important d'aller voir le fameux net book to bill. Et donc, s'il est supérieur à 1, c'est parfait, d'accord ? Ça veut dire que MedPace signe plus de nouveaux contrats qu'elle en facture, tout va bien, elle alimente son backlog. Mais là, regardez un petit peu, le net book to bill de MedPace est en chute libre. On est passé de 1,28. Donc c'est vraiment positif, ça veut dire que MedPace concrètement, je mets des chiffres ronds, on encaisse pour 1 milliard, d'accord, et on va facturer des nouveaux contrats, des nouveaux demandes de propositions pour 1,28 milliard, d'accord. Donc c'est vraiment positif, on a un positif, mais là on est en chute libre. Et par exemple sur les 1, ça veut dire qu'effectivement, eh bien on encaisse 1 milliard et on facture 1 milliard, donc on est flat. Et là on est inférieur au 1, ça veut dire que là on facture moins que ce que l'on encaisse. Concrètement là, pour chaque dollar de revenus que l'on encaisse, on facture dans le futur seulement 99 centimes. Donc c'est vraiment une situation qui n'est pas tenable, mais heureusement selon le CEO, etc., c'est temporaire, mais c'est pour ça effectivement que là le prix en bourse il baisse et que c'est pas, il n'y a pas de catalyseur quoi. Donc concrètement voilà, si on est inférieur à 1 comme on l'est actuellement et comme on l'est, moi d'ailleurs la dernière analyse que j'avais faite, donc c'était à peu près sur le Q3. Et avec tout ce que le CEO nous avait dit dans le conférence call, la conclusion c'était qu'effectivement il y avait énormément de chances qu'on passe sous les 1. Et donc c'était pour ça que j'attendais de voir ce qui se passe. Et donc là effectivement voilà, on est passé sous les 1. Et donc là on consomme plus, l'entreprise consomme son backlog plus vite qu'elle le renouvelle. Et donc là c'est préoccupant. Pour le Q3 2024, je l'ai dit à l'instant, eh bien, on avait un backlog un net book to bill de 1. Et donc là, voilà, pour le Q4 2024, eh bien, on est de 0,99. Pour chaque dollar de revenu, l'entreprise ne signe que, je vous l'ai dit à l'instant, 0,99 dollars de nouveaux contrats. Donc, problème de renouvellement de l'activité, même un énorme problème de renouvellement de l'activité, sachant que les concurrents, est-ce que les concurrents ont le même problème ? On va aller voir ça ensemble. On va aller voir premièrement, donc, l'un des plus gros concurrents de MedPace. Donc ici, je vais à la fin, à chaque fois c'est voilà. On a un net book to bill de 1,20. C'est positif. Ils facturent et ils alimentent leur backlog pour le futur. Et là, sur les TTM, donc sur les 12 derniers mois, on a 1,19. C'est vraiment positif. Et si on va voir un deuxième concurrent qui par exemple est Icon, là, on a un net book to bill de 1,18. Donc on a vraiment MedPace qui traîne la patte et qui est dans une situation
situation qui est bien plus mauvaise que ses concurrents. Et donc, c'est parce que la structure du portefeuille de Medpace, qui est vraiment avec des biotech, qui ont vraiment du mal à se financer et qui n'arrivent plus à se financer. C'est vraiment ça qui est problématique. Le premier problème, eh bien, ils font face à d'énormes annulations à cause des taux d'intérêt. Évidemment, les biotech vivent uniquement sur de la dette. Donc, on a eu toute la période après Covid, enfin pré-Covid déjà avec des taux d'intérêt zéro. Donc, c'était magnifique pour Medpace. Ensuite, on avait l'après-Covid où pareil, on avait toujours des effets positifs. Mais là, comme ils le disent, donc ça c'est le CEO qui a écrit ça. Donc, beaucoup de ces analysations proviennent de clients biotech financés pendant la période Covid qui maintenant n'ont clairement plus d'argent. Voilà, beaucoup d'annulations sont corrélées, on va dire ça comme ça, aux entreprises qui ont été financées pendant le Covid qui maintenant n'ont plus d'argent, n'ont plus de cash, premièrement. Deuxièmement, la concentration. On a vu que la majorité des entreprises, c'était des biotech et des small biotech. Et là, on a quand même le top 5 à hauteur de 22%. Donc, vous avez 22% du portefeuille sur 5 small cap biotech. Donc, ça pose quand même également des problèmes de volatilité. Et troisièmement, annulation. Voilà, je vous l'ai mis à l'instant avec la citation, mais on a énormément d'annulations. Et en fait, on a des annulations records sur Medpace depuis au moins 10 ans. Et encore une fois, la concurrence, sinon, voilà, niveau pricing power, on a quand même connu mieux. Et donc là, voilà, clairement, il souligne qu'il y a une forte concurrence accrue au niveau des prix et que selon eux, ils vont résoudre cette problématique en étant le plus efficient possible. Donc c'est pas top là-dessus. Et sinon pour ce qui est là ça c'est les extraits là à peu près du Q4. Donc les nouvelles commandes ont chuté de 13,8, c'est des pourcentages, voilà, je le mets comme ça, 13,8%, donc c'est énorme, 14% de nouvelles commandes en moins sur le trimestre. Voilà un signe que la croissance pourrait ralentir si la dynamique ne s'inverse pas. Donc la perspective pour 2025, je crois qu'on avait une magnifique guidance qui est négative. On a une guidance avec une croissance qui va être négative. Comme vous pouvez le voir, on anticipe un bénéfice net qui va être entre moins 6,5% et voilà, moins 0,06%. Et moins 0,6%. Donc c'est quand même pas top pour une entreprise qui est censée faire pas mal de croissance. L'objectif d'un book to bill supérieur à 1,15 normalement pour le second trimestre selon le management, sous réserve évidemment d'un retour dans la demande et d'une stabilisation des annulations avec, comme je l'ai marqué, tout dépendra des décisions de financement des clients. Donc voilà un petit peu pour le contexte sur Medpace. Je trouve que c'est une très bonne entreprise sur laquelle il faut l'avoir en watchlist, il faut un petit peu la comprendre. Là je pense que je vous ai fait une belle vue d'ensemble. Alors moi, comment je vois la situation, c'est qu'actuellement, si ils missent leur anticipation, leur guidance, c'est-à-dire que si le book-to-bill plonge encore davantage pour le Q1 2025, bon, là, on aura du Medpace sur les 200 tranquillement. Voilà, on aura une belle chute, je pense, de 30%. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant de rentrer. D'un autre côté, le prix actuel n'est pas déconnant. On est sur un prix qui est assez bon. On a, voilà, encore une fois, un PE de 25. Le seul problème, c'est évidemment là, le CEO l'a très bien dit, on passe dans un Medpace là est dans la cour des grands là maintenant c'est bon et ils sont en concurrence directe avec tous les avec IQV et également Icon et voilà par exemple vous voyez Icon. On a une baisse de 50%, quoi. C'est très très volatile. Et pareil, dans le passé, c'est des super belles boîtes. Ça a tout explosé. On a une performance au plus haut de 2000%, donc ça a surperformé même Medpace. Et là, ça cote à 15 milliards et ça cotait plutôt à 25 au plus haut. Et même chose pour IQV, qui là cote à peu près à 30 milliards, mais ça fait rien puisque. Et la conclusion, c'est que Medpace, en plus de ça, donc là, on est vraiment sur un portefeuille qui est quand même très très volatile avec des small caps. Et donc, c'est toujours la même conclusion que la précédente vidéo. Faites très attention au taux d'intérêt. Et donc, c'est vrai que là, si on n'a pas de problème, le financement revient, etc., tout va bien, le backlog remonte, oui, bon, ça va réaugmenter. Mais sinon, si les taux d'intérêt continuent à être élevés, si les financements, c'est de plus en plus difficile pour aller chercher de l'argent pour les biotech, et qu'en plus de ça, on a encore une fois ce backlog qui diminue, ça peut faire très très mal parce que c'est quand même des entreprises extrêmement volatiles. Et en conclusion, j'ai quand même voulu vous mettre cette entreprise dans le top 5 achats, puisque au pire, voilà, on se prend un petit moins 30%
si le contexte et si l'incertitude sur le financement des small cap biotech ne remonte pas. Et sinon, au mieux, on va stagner sur les 6 prochains mois. On va publier des rapports encourageants sur le financement et également sur la reprise du backlog. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une reprise de MadePace. Et puis après, voilà, le prix actuel, il est quand même pas trop mal compte tenu de la position de MadePace par rapport à ses concurrents. C'est une belle CRO. Enfin, une belle CRO. Oui, en fait, c'est une belle CRO, mais en fait, il y a du quantitatif qui est meilleur sur MedPace, mais qui est compensé par un qualitatif qui est moins bon, puisqu'on a un portefeuille qui est beaucoup plus volatile du fait donc, des small caps. Voilà, je vous l'ai dit tout au long de l'épisode, donc MedPace. Et de mon côté, je préfère largement acheter ou investir plutôt dans ce qu'on appelle des serial acquéreurs, donc qui vont spécialisés dans la santé. C'est très dur à trouver, mais c'est des entreprises qui vont faire 100% de leur croissance via des acquisitions dans ce secteur-là. Donc c'est pas évident à trouver, mais vous prenez encore moins de risques. Vous avez un proxy supplémentaire que des boîtes comme MedPace. Voilà pour MedPace. Je vous propose de passer sur Nvidia maintenant. Alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube hier pour détailler pourquoi j'avais vendu 2 puts, mais ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que si Nvidia clôture en dessous des $100, je serai dans l'obligation d'acheter 100 actions Nvidia sur les $100. Mais j'ai touché une prime de 8,40. Donc ce qui veut dire que j'aurai ce qu'on appelle un PRU sur les $92. Et donc sur les $92, en fonction du prix en bourse et de la guidance qu'on anticipe pour 2026, ça me fera un price to earning de 20, un forward P de 20 sur mon prix d'acquisition. Donc vraiment, je signe tous les jours et c'est pour ça que j'ai signé, c'est pour ça que j'ai vendu 2 puts. Avec donc une rentabilité tout de même d'un peu plus de 8% sur une échéance de 200 jours, mais qui, normalement, Nvidia, je pense que c'est une entreprise qui va rapidement un petit peu réaugmenter. Et dans ce cas-là, je vais racheter mon put bien avant l'échéance et je vais comme ça toucher 8% sur une somme sur un engagement de 10 000, donc encore une fois $800 par contrat. C'est excellent et c'est vraiment le genre d'opportunité que je prends sur les options. Et Nvidia, encore une fois, c'est ce que je disais là dans ma précédente vidéo, c'est que pourquoi en fait je n'achète pas un call ou pourquoi je n'achète pas les actions en direct, c'est parce que c'est vrai que c'est une très belle entreprise, mais au prix actuel, je trouve le prix encore une fois intéressant, mais voilà, c'est pas non plus un truc de dingue. Donc je préfère vraiment. Et par contre, sur les 92, là clairement, j'ai envie d'en acheter. Donc c'est pour ça que dans ce cas de figure-là, pile, je gagne, j'achète Nvidia, face, je gagne, Nvidia remonte et je touche ma prime de $800 x 2, donc 1600. Vous voyez, donc j'ai vendu le put à 8,42. Et donc là, comme Nvidia sur le marché, il a réaugmenté depuis un jour, et bien mon put, lui, comme c'est inversement corrélé, mon put, il a diminué. Et donc là, je pourrais, si je veux, le racheter dès maintenant à 7,10. Et comme je l'ai vendu à 4,41, je pourrais empocher, voilà comme ça, $353 que je ne vais pas faire puisque je vais garder au moins la position. Tant que le put n'a pas baissé, au moins on va dire sur les 1, 1,5 voire 2 dollars. Alors je vais aller me mettre directement sur le problème d'Nvidia. On l'a vu ensemble à l'instant. Là, ici, je vous ai fait une petite mind map qui récapitule les applications specific integrated circuits. Donc, c'est les circuits intégrés spécialisés conçus pour effectuer une tâche précise avec une efficacité maximale. On parle bien d'efficacité maximale. Si vous suivez mes vidéos sur les conf calls de Google et d'Amazon, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent. C'est des puces très nichées sur des domaines très nichés pour avoir une efficacité très optimisée sur spécifiquement un petit segment. Concrètement justement au GPU, donc carte graphique d'Nvidia, qui sont vraiment polyvalents et peuvent exécuter différents types de calculs, donc notamment IA évidemment, alors que les autres c'est vraiment optimisé pour un usage spécifique. Je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est des Google TPU, donc conçus pour faire tourner TensorFlow, le framework d'IA de Google, et également chez Amazon la Trainium et Inferentia, qui sont optimisés pour entraîner et exécuter les modèles IA sur AWS. Donc leur avantage, clairement, les puces propriétaires des GAFAM sont plus efficaces et consomment moins d'énergie pour leurs tâches spécifiques. Leur inconvénient, on n'a pas de flexibilité. Donc, ils sont bons pour une tâche, mais s'adaptent mal aux évolutions des modèles IA. Et le problème ou l'inconvénient, ça dépend si vous vous placez du côté d'NVIDIA ou de Google, mais c'est qu'on a une innovation qui est juste énorme.
On le voit bien avec Nvidia qui va bientôt sortir la puce Blackwell, excusez-moi, Ultra. Donc voilà, là où Nvidia finalement a un avantage, eh bien, c'est que ces GPU sont polyvalents et surtout évolutifs, alors que les hyperscalers, Amazon, Google, Microsoft, essaient d'optimiser leur propre usage avec leurs puces propriétaires. Et selon moi, ce n'est pas un problème majeur pour 4 grandes raisons. La première, c'est la polyvalence, on l'a vu un petit peu ensemble, des puces Nvidia. Donc les puces fonctionnent avec tout type de modèle IA, contrairement aux puces propriétaires qui sont optimisées pour des usages spécifiques. Deuxièmement, ça va être le rythme d'innovation, mais qui est juste incroyable d'Nvidia, et même les GAFAM, si elles allouent des milliards, je ne pense pas qu'elles vont pouvoir innover aussi rapidement, parce qu'en fait, elles n'ont pas les économies d'échelle que peuvent avoir Nvidia. En fait, il est là le problème. Donc Nvidia sort une nouvelle génération chaque année. Voilà, Blackwell Ultra maintient son avance technologique. En fait, on creuse le fossé. C'est comme ASML. ASML, on a 20 ans d'avance sur tous les autres. Chaque année, ASML améliore ses machines pour garder évidemment cette avance. Et là, ça c'est super intéressant. Je vous l'ai mis en gras puisque ce passage-là va vous permettre de comprendre pourquoi les GAFAM donnent des milliards à Nvidia et sont contents de le faire. Donc le rythme de notre performance, de notre amélioration de la performance est incroyablement rapide. Si votre data center est fixe au niveau de la taille et de la puissance, eh bien les GPU d'Nvidia vont le permettre de faire 2, 4, voire 8 fois plus d'efficiency, donc d'efficacité, ce qui se traduit directement en revenus pour les clients, donc Amazon, Google, etc. Et effectivement, les GPU Nvidia permettent de maximiser l'efficacité. Par exemple, c'est comme ce que j'ai repris la citation de Jensen, mais effectivement, si un data center a une capacité électrique fixe, eh bien utiliser des GPU 2 ou 4 fois plus performants signifie qu'il peut traiter beaucoup plus d'opérations IA avec la même consommation. Donc vous avez des marges mais qui explosent, et c'est pour ça que les marges d'AWS, d'Azure et même de Google ont fortement augmenté. C'est grâce justement à Nvidia, donc ils ne sont pas prêts de s'arrêter de ce côté, puisque c'est du gagnant-gagnant pour les deux parties. Troisièmement, l'écosystème logiciel qui fait qu'effectivement Nvidia a un mode qui est énorme. CUDA et ses outils sont déjà massivement adoptés, rendant la transition vers des puces propriétaires coûteuse et compliquée. Sachant que là, ils ont quand même deux chats à fouetter, les GAFAM actuellement. Enfin, on parle c'est des années d'R&D. Google nous l'a bien montré avec leur puce TPU. Ça fait depuis 2016 qu'ils l'améliorent. Amazon, là, ils l'ont tout juste lancé. Donc avant que ça soit aussi efficient qu'Nvidia, on a encore vraiment énormément de marge. Et quand je dis qu'ils ont deux chats à fouetter, c'est qu'actuellement, le CAPEX il est plutôt alloué dans la transformation des data centers vers l'IA que sur des puces propriétaires qui pourraient remplacer les GPU d'NVIDIA, step by step. On n'y est pas encore. Quatrièmement, excusez-moi, NVIDIA est présente partout. Voilà, vraiment dans tout. C'est pas que les GAFAM, c'est pas que l'IA. On est dans le cloud, les entreprises, edge, computing, robots, véhicules autonomes. Le dernier quarter qui viennent de publier, ils ont signé avec Toyota, par exemple. Donc c'est toujours des revenus en plus, toujours des parts de marché en plus. Ici, vous avez un petit extrait du CEO d'NVIDIA. C'est une interview qui a été faite il y a 3 jours, c'était juste après la dernière publication de résultats. En fait, il explique pourquoi l'IA de raisonnement, d'accord, par rapport à l'IA générative qu'on l'avait avant, là c'était la précédente version, et bien maintenant cette nouvelle version l'IA générative demande 100 fois plus de puissance de calcul. Donc c'est juste dingue. So the amount of computation that we have to do, even at inference time now, is 100 times more than what we used to do when ChatGPT first came out. All of this is just causing compute demand to go sky high. Voilà, donc ça va effectivement causer, la demande va exploser puisque 100 fois plus, c'est juste dingue. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'ils ont un petit peu développé là sur le dernier rapport trimestriel. On the show, Scale AI founder and CEO. Hop, voilà. Donc c'est vraiment l'IA modèle de raisonnement. Donc voilà, Nvidia pousse le concept d'IA de raisonnement qui consomme 100 fois plus que l'IA générative classique. Donc là, il est développé avec la puce Blackwell qui est super. Et donc ça, c'est vraiment déjà présent dans OpenAI O3, évidemment DeepSeek R1 et Grok 3 qui exploitent déjà cette avancée et qui va se généraliser finalement sur le futur. Et pour Nvidia également, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, et peu de personnes, je trouve, tout le monde le sait, mais peu de personnes le mettent en place dans leur analyse. Quand on parle de mots, etc., on a un marché sous-jacent qui augmente de 30% par an. C'est juste dingue. C'est-à-dire que même si Nvidia ne prend pas de part de marché, juste se stabilise au prix actuel, rien que le fait que, encore une fois, la taille de marché augmente de 30% par an, on va avoir une croissance de 30% par an. Donc même si on a un scénario négatif où les GAFAM réussissent
à se passer d'NVIDIA. Donc scénario négatif, NVIDIA va croître à seulement la moitié de ce que va faire le marché sous-jacent, à savoir seulement 15% par an. Donc c'est juste énorme. Et voilà, bon, sur gros focus, on prévoit une valeur intrinsèque de 400, mais attention, la croissance, encore une fois, va se normaliser. On va pas avoir 100% de croissance par an pendant encore 10 ans. Mais là, voilà, par exemple, pour le PE 2026, effectivement, on anticipe du 27 sur le prix actuel parce qu'on anticipe du 108 milliards en 2026. Et donc, 108 milliards en 2026, si vous le divisez par la market cap actuelle qui est de 3 trillions, ça vous fait effectivement un price to earning pour 2026 de 27. Et si je fais diviser par en pourcentage, ça fait 3,7% de rendement sur votre prix d'acquisition en 2026. Voilà, ce qui est raisonnable, mais encore une fois, c'est pour ça que pour moi, c'est pas dingue. Voilà, c'est vrai que c'est pas dingue quand on le compare à du Google, etc. Par contre, sur les 92, moi, ça me faisait à peu près du 5% sur le prix d'acquisition. Donc, c'est pour ça que j'ai vendu 2 puts sur Nvidia. Hop, je termine rapidement sur Nvidia en parlant des marges qui ont effectivement diminué. On est passé, donc voilà, on a une marge nette de combien? De 56%. On a un operating margin de 61 et grosse margin de 73. Et on est passé de 78 à 73, c'est à cause du lancement, voilà, comme vous pouvez le voir ici, de Blackwell. Et selon eux, eh bien, la grosse margine va de nouveau s'améliorer pour retourner sur la moitié des 70%, à savoir 75% sur la dernière partie donc de l'année fiscale. Donc c'est vraiment super. Et en fait, ça va nous permettre d'aller chercher comme ça peut-être 2%, 3% de plus de croissance qui certainement, je pense, le marché ne l'a pas pris en compte. Donc ça sera toujours en fait on va dire ici une guidance qui va être battue de 3% de plus, ce qui est encore une fois positif quand vous avez l'action en portefeuille. En résumé, Google, assez intéressant. J'ai acheté un call de long terme, ça fait à peu près $8,000 de plus dans le marché. Sur Nvidia, j'ai vendu 2 puts, donc pour un engagement total de $20,000. Si je me fais assigner, j'aurai donc j'aurai 200 actions Nvidia sur les 92 $. Si ça remonte, eh bien je vais me retrouver avec $1,800 de prime. C'est royal, je signe tous les jours. Et enfin, Landbridge, que je n'ai pas abordé dans la vidéo, c'est vrai que je n'aurai pas le temps. Alors Landbridge, j'ai acheté des actions directes et j'ai vendu un put qui avait 10% de rendement. Donc pareil, c'est vraiment royal. Et cette semaine, il y avait vraiment des super belles opportunités sur les options. Donc c'est vraiment top. Et là, sur mon portefeuille global, ça me fait à peu près du 2,5%, voire un bon 2,5% de rendement sur les primes, juste avec cet épisode-là. Vous refaites la même chose dans 3 mois, vous faites la même chose dans 6 mois, etc. À la fin de l'année, vous avez 5% de plus en prime. Et si ça baisse, royal, vous achetez, vous êtes un super PRU. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, vous avez vraiment des pourcentages en plus et vous surperformez de manière vraiment énorme le S&P 500. C'est vraiment des petits détails qui changent en fait toute une trajectoire d'investisseur et c'est surtout des compétences en plus qui je peux que vous encourager à les apprendre, du moins si vous voulez être sérieux dans vos investissements. Donc d'ailleurs, je vous mets le school qui évidemment est gratuit. Vous y retrouverez 5 heures de formation totalement gratuite. C'est du jamais vu. Là par exemple, vous avez une énorme masterclass sur les rates. Vous pouvez mettre sur pause, mais c'est juste énorme. Vous avez également une masterclass sur comment lire et interpréter un rapport annuel. Même chose justement sur les options, un énorme cours de 1 heure sur les ratios financiers également. Donc voilà, c'est vraiment top. Et là ici, vous avez la présentation de notre programme d'accompagnement. Si évidemment, encore une fois, vous voulez passer au next step, je peux que vous encourager à nous rejoindre. C'est juste dingue ce qu'on met en place avec tous les membres qu'on accompagne. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. On est quasiment 1000 et on se revoit à la prochaine vidéo. C'était Léo, bonne journée.